La triche a toujours été présente, peu importe les compétitions. Mais ça n'empêche pas qu'on est nombreux à regarder une compétition de sport ou d'e-sport et c'est toujours un plaisir. Et notamment quand on a notre équipe favorite qui joue. On a ce sentiment d'appartenance à un groupe qui accentue énormément notre engouement et on peut débattre avec les personnes qui supportent l'équipe adverse. Certains peuvent crier ou sauter de joie quand leur équipe gagne, quand d'autres peuvent pleurer ou rager quand leur équipe perd. Dans tous les cas, les compétitions font ressentir un bon nombre de sentiments aux joueurs comme aux spectateurs. Et ces sentiments peuvent être décuplés par le biais des paris sportifs. Évidemment, je ne vous invite pas à parier pour augmenter votre dopamine lorsque vous regardez vos compétitions favorites. Surtout que le fait de gagner ou perdre de l'argent de façon presque aléatoire, ça agit comme une drogue sur le cerveau. Et si je dis presque aléatoire, c'est parce que les performances ou l'état de santé d'une équipe ou d'un joueur ont une influence énorme sur le choix du pari. D'ailleurs, on est beaucoup à ne pas parier parce qu'on a peur de perdre notre argent ou même de devenir dépendant. Mais si vous aviez la possibilité d'être sûr à 100% que votre pari soit gagnant et vous rapporte de l'argent, je suis à peu près sûr que vous le feriez. Sauf évidemment s'il y a des répercussions judiciaires. Et oui, parce que la seule façon d'être sûr à 100% que l'équipe sur laquelle vous pariez gagne, c'est que le match soit truqué. En anglais, on appelle ça le match fixing et dans le sport traditionnel, c'est arrivé plus d'une fois. Peut-être étiez-vous trop jeune pour vous rappeler du scandale qui a touché la France en 2012 dans le handball. Plusieurs joueurs et staff du club de Montpellier HB ont été condamnés à des amendes allant jusqu'à 40 000 € et 4 mois de prison avec sursis. Pour vous remettre dans le contexte, l'équipe des Cesson-Rennes jouait le maintien contre le club de Montpellier. Les joueurs de Montpellier n'ayant plus aucun enjeu sportif pendant la saison ont décidé de laisser se reposer plusieurs joueurs importants de leur équipe. Jusque-là, rien d'anormal. À la fin du match, l'équipe des Cesson-Rennes gagne de justesse 31-28. Sauf que 4 jours plus tard, la Française des Jeux alerte les autorités judiciaires sur des montants anormalement élevés de paris sportifs par rapport à l'enjeu. À l'issue d'une enquête, il s'est avéré que plusieurs joueurs, dont le très connu Nikola Karabatic, avaient parié sur l'équipe adverse en sachant qu'ils allaient leur laisser la victoire. Depuis cet incident, de nombreuses lois ont été mises en place en France afin d'interdire aux sportifs de faire des paris dans le sport qu'ils pratiquent. Mais l'e-sport étant une pratique plus récente, certains joueurs professionnels en ont profité. Vous connaissez probablement un des jeux compétitifs les plus vieux encore joués par des millions de joueurs, Counter-Strike. Et pour ceux qui ne connaissent pas, sachez que le principe d'une partie compétitive sur Counter-Strike est très simple à comprendre. Dans une partie compétitive de CS, il y a 2 équipes de 5 joueurs qui s'affrontent. Si vous êtes du côté des counter-terroristes, votre objectif c'est de désamorcer la bombe et ou de tuer tous les terroristes. Et inversement, si vous êtes dans l'équipe des terroristes, c'est de la faire exploser. Chaque équipe joue la moitié du temps dans un camp, puis la deuxième moitié dans l'autre camp. Maintenant que tout le monde a un minimum de connaissances dans le fonctionnement d'une partie compétitive, on peut revenir en 2014. En 2014, sur CSGO, il y a une équipe qui est considérée comme étant une des meilleures du continent américain, les iBuyPower. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Elle est notamment connue pour avoir gagné la première saison des Worlds de Rocket League en 2016. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Bref, sur CSGO, cette équipe elle a remporté 2 fois le tournoi ESA et a été une dizaine de fois sur le podium d'autres événements. À ce moment-là, elle est composée des 3 américains Swag, Dazed et Skadoodle ainsi que de 2 canadiens Steel et AZK. C'est même cette équipe qui se qualifie à l'ESL One Cologne 2014 en passant par le qualifier nord-américain sans perdre un seul match. L'équipe iBuyPower, qu'on nommera aussi IBP, se fait finalement éliminer pendant les phases de groupe, mais les joueurs participent en parallèle à une autre compétition, le CEVO Professional saison 5. Je peux vous spoil tout de suite, les iBuyPower ont confirmé leur renommée en le remportant. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas le sacre de IBP, mais un match de ronde suisse qui s'est joué en ligne. Ce match, il s'est déroulé le 21 août 2014. Le principe de la ronde suisse, c'est que les 16 équipes participantes se rencontrent une seule fois. À la fin, on obtient un classement selon le nombre de parties gagnées et perdues. Au cours de la ronde suisse, les iBuyPower sont au top de leur forme et savent que hormis quelques équipes rivales, ils devraient se qualifier plutôt facilement pour les playoffs. Et effectivement, les joueurs de IBP terminent avec 13 victoires et seulement 2 défaites. Une défaite contre l'équipe des SKDC, un match très serré qui s'est terminé avec 22 manches pour l'équipe victorieuse contre 20 pour les IBP. Le deuxième match que les IBP ont perdu, c'est celui contre Netcode Guides. Sauf que là, ils ont perdu 4 manches à 16. Et ils n'ont pas perdu parce que les Netcode Guides ont sorti la meilleure game de leur vie. Même si vous ne jouez pas à Counter-Strike ou si vous avez un niveau aussi éclaté que le mien, on voit clairement qu'il y a quelque chose qui cloche chez les joueurs de IBP. Et vu qu'une image vaut 1000 mots, je vous mets quelques extraits pour que vous compreniez. Try and get the flank off. He's going to have 2 right there. Can they line up for him? What is he doing? Why did he hesitate so much? Doesn't matter. Has the CZ. Gets one. Gets taken down. Oh, he says he wanted it denied. Timeout right now. Is this really happening? Oh, Skadoodle!
Skadoodle, why would... I don't understand. You just watched your teammate get op from Jay, but you walk out with the bomb and try to plant it. As the next one in, FNS takes both of those players down, and they realize they've been duped. They got to get back over to A. Daze still does not have the bomb planted, waiting forever to get in there. The bomb will go down. What is going on? But iBuyPower is definitely not playing like iBuyPower. I don't know, but yeah, they are not performing how they should be, obviously. Suite à ce match, certains analystes ont trouvé des excuses pour justifier leur défaite. L'excuse du jet lag par exemple, vu que l'équipe venait de rentrer de Cologne 2 jours plus tôt. Ou encore la méconnaissance de la carte, puisque le match s'est joué sur Season, une carte très rarement jouée. Mais le public n'est pas stupide et encore moins les organisateurs. Pour eux, c'est clairement un match fixing, surtout au vu de l'attitude des joueurs qui a priori auraient même rigolé de leur défaite. Mais sans preuve, ces accusations ne restent finalement que des rumeurs. Pourtant, le lendemain, le journal .esports affirme avoir reçu des screenshots d'une conversation entre le joueur Shazam et une source anonymisée. Et dans ces screenshots, Shazam il a affirmé que le match était truqué et qu'il a lui-même parié $120 de skin sur l'équipe des Netcode Guides. Oui, parce que dans l'e-sport, et notamment sur Counter-Strike, plutôt que de parier de l'argent réel, il est possible de parier des skins. Enfin bref, la question qu'on peut se poser c'est comment un joueur externe aux équipes pouvait-il savoir que le match était truqué ? Shazam à ce moment-là, c'est un joueur de l'équipe Lunatic eSport, mais aussi un rédacteur de tutos et de guides sur CSGO. Et vous savez pour qui Shazam travaillait en tant que rédacteur ? Il travaillait pour le groupe Netcode Illuminati qui détient l'équipe Netcode Guides. À ce moment, il y a moins de doute sur le fait qu'il y a eu match fixing, mais avec le peu de preuves, personne n'est sanctionné. Parce que, évidemment, Shazam a proclamé son innocence et a refusé de révéler qui était derrière le potentiel match truqué. Au final, 1 mois passe, puis 2, puis 3, et toujours rien sur cette affaire de match fixing. Il faudra attendre le 16 janvier 2015 pour qu'une personne remette l'affaire sur le devant de la scène. Cette personne, c'est Richard Lewis. Richard Lewis, c'est un journaliste et un commentateur e-sport sur le jeu Counter-Strike. Et il a en sa possession 2 preuves incriminant plusieurs personnes. La première preuve, ce sont des screenshots de la future ex-petite amie de Derek Bourne, alias D-Bourne. Un joueur qui avait déjà évolué auprès de certains joueurs de IBP et dont il était très proche. Dans cette conversation, D-Bourne confirme que le match était truqué et que plusieurs paris ont été placés avec différents comptes sur le site CSGO Lounge. Les messages incriminaient un autre joueur complice, Dukefam alias Cud, qui aurait placé les paris. Les messages accusaient aussi un joueur de IBP ainsi qu'un des cofondateurs de Netcode Guides. La deuxième preuve, ce sont les données du site CSGO Lounge. Avec l'aide d'un employé du site, Richard Lewis a découvert des paris et des montants anormalement élevés pour un match de ce type. A priori, c'est près de 10 000 € de gains répartis sur différents comptes qui ont été récoltés. Suite à l'article posté par Richard Lewis, le joueur Shazam a finalement confirmé que le match était bel et bien truqué. Il a en plus affirmé que c'est un des cofondateurs de Netcode Guides, Casey Foster, qui lui a indiqué que le match allait être truqué. Et vous savez ce qui est marrant, c'est que le deuxième cofondateur de Netcode Guides, c'est Dazed, un des joueurs de IBP. Et c'est bien Casey Foster ainsi que Dazed qui étaient mentionnés dans les screenshots de la conversation de D-Bourne. À la suite de ces nouvelles preuves, Valve, l'éditeur du jeu, a aussi fait une enquête de son côté, notamment en vérifiant l'inventaire et les transactions de tous les joueurs. Et le 16 janvier 2015, Valve annonce qu'un nombre élevé de skins de grande valeur provenant des paris ont été transférés des comptes appartenant à Cud, aux joueurs de IBP et à Casey Foster. Au final, 7 personnes sont accusées d'avoir manigancé ou participé au match fixing. Cud, D-Bourne, Casey Foster, Dazed, Swag, Steel et AZK sont définitivement bannis des compétitions de Counter-Strike. Seul Skadoodle n'a pas été banni car il aurait refusé de partager les bénéfices du match fixing. Un autre fait amusant, c'est que le 15 août 2015, Richard Lewis publie une lettre décernée à Valve, les accusant, je cite, d'avoir laissé les joueurs dans un état d'incertitude quant à l'avenir de leur carrière en raison de la nature indéfinie des interdictions. Assez drôle quand on sait que c'est lui qui a mené l'enquête de cette affaire. Mais les joueurs étaient très appréciés de la communauté Counter-Strike, notamment parce qu'ils étaient très bons sur le jeu. Et du coup, en 2017, il y a 2 grosses entités de l'e-sport, l'ESL et la DreamHack, qui ont finalement levé le bannissement des joueurs de IBP, excepté évidemment pour les compétitions en partenariat avec Valve. Les joueurs bannis, quant à eux, ils ont par la suite choisi différents chemins. Certains sont devenus analystes ou créateurs de contenu pour des équipes e-sport, d'autres sont devenus joueurs professionnels sur Overwatch ou même sur Valorant. D'ailleurs, en 2020, Shazam, qui lui n'a pas été banni, est aussi devenu joueur pro sur Valorant dans l'équipe Sentinels. Et a priori, il aurait raconté à son coéquipier Zombs une histoire très intéressante. En plein stream, Zombs leak l'info énorme de Shazam. Ce ne sont que des suppositions, mais d'après ses dires, Richard Lewis aurait été
été payé par Jacques Etienne, le propriétaire de Cloud9, pour enquêter et divulguer cet article. Ces accusations n'étonnent qu'à moitié la communauté Counter-Strike, puisque à l'époque, Cloud9 était un des plus grands rivaux de iBuyPower. La structure avait potentiellement tout intérêt à ce que l'enquête de ce match fixing aille beaucoup plus loin pour détruire cette équipe des IBP. Par la suite, Zombs s'est excusé publiquement d'avoir accusé Richard Lewis et Jacques Etienne en affirmant que ses propos étaient injustifiés et sans fondement. Au final, aujourd'hui encore, on ne sait peut-être pas tout de cette affaire. Mais ce qui est sûr, c'est que cette rencontre entre iBuyPower et Netcode Guides est un des plus gros scandales de matchs truqués dans l'e-sport.